La revue de l'année, spécial apéro piquant. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre apéro piquant spécial revue de l'année. Richard, bonsoir. Salut Sophie. Alors, on reçoit deux invités spéciaux pour se pencher sur l'année. Oui, parce qu'habituellement, on fait des apéros piquants à la maison, mais là, on est dans les studios de Cube et on reçoit celui qui est ton compagnon tous les jours dans le segment Vieux Chris à la radio, Benoît Dutrisac. Bonjour Benoît. Oh, bonjour. Et Stéphane Bureau qui collabore tous les jours aussi. Est-ce que je suis dans la section Vieux Chris aussi? Non, toi, t'es jeune sympathique. Jeune sympathique. Jeune sympathique. Et que c'est festif. Toujours le cette traitement de période faveur, Bureau, toujours. Ah, ben c'est toi qui as choisi cette appellation-là. C'est pas moi qui l'ai choisi. Je me joindrais volontiers, moi, au Vieux Chris. Mais je pense que tu serais volontiers bienvenu. Je sais que j'aurais ma place. Je trouverais naturellement ma place. On commence tout de suite. La matière. On commence tout de suite notre premier sujet. Alors, le premier sujet, évidemment, quelque chose qui a marqué l'année 2022, selon moi, et je suis sûre, selon vous aussi, des cas d'agression sexuelle, des cas de scandale sexuel. On pense, bien sûr, au fait qu'on a célébré aussi, souligné cette année, les 5 ans de MeToo. Il y a eu aussi cette nouvelle enquête sur les allégations d'agression sexuelle concernant l'humoriste Julien Lacroix, mais aussi, selon moi, ce qui a été vraiment au cœur de l'année, le scandale sexuel à Hockey Canada. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Vous êtes 3 gars. Dans cette affaire-là, Hockey Canada, c'est la culture du silence, la culture du viol, l'argent fou qui a été dépensé pour cacher cette affaire-là? Je le nommerai pas, ça donne rien, mais un ancien joueur du Canadien qui a dit « Ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. » Et je trouve que c'est ça le problème. Ça, c'est comme les Forces armées canadiennes. Ce qui se passe dans les Forces armées canadiennes, ça doit rester là parce que tu portes l'uniforme et tu portes le même uniforme. Et ça t'impose. Il y a eu un viol collectif. Vous êtes mis à plusieurs pour violer une femme. Nous, on a le même uniforme. On dit rien, on laisse aller. C'est une sorte de solidarité masculine dégueulasse, là. Ben, c'est absolument dégueulasse. C'est pas une licence. Puis moi, je pense que c'est la culture du silence avant de parler de culture du viol, parce que je trouve que c'est toujours très sérieux quand on va là. Ça se peut qu'il y en ait une. Mais d'abord, une culture du silence complice. On accepte que des choses qui, effectivement, ne sortiront pas du vestiaire ou de là où se passent les événements. Et au plus haut niveau, parce qu'il y a évidemment, au premier degré, ceux qui sont directement impliqués, et il y a ceux qui, par-dessus, vont décider de mettre une chape de plomb là-dessus et d'éteindre l'histoire. Il y a un parallèle vraiment à faire entre ce qui s'est passé à Hockey Canada et le Vatican, parce que on dit que c'est la religion du Canada, le hockey. C'est la même chose. Est-ce que c'est passé quelque chose au Vatican? Chape de plomb, culture du silence, déplacer les gens. Déplacer les gens fautifs, etc. C'est un peu la même chose, Stéphane. Avec une complaisance extraordinaire de témoins qui sont par moments dégoûtés de ce qu'ils voient, mais pas assez pour le dire. Et c'est l'époque, quand je dirais, parce qu'il y a beaucoup de nos collègues dans le métier de journaliste ou du journalisme et ailleurs qui sont témoins d'affaires qui les révulsent et qui choisissent le silence. Il y a aussi l'impunité. L'impunité, là, c'est grave aussi. Parce que les types à Hockey Canada, là, les joueurs, on les connaît pas. Non. Moi, je les connais pas. Au jour d'aujourd'hui, on connaît pas leur nom, c'est vrai, t'as tout à fait raison. C'est quand même aberrant. Ils jouent peut-être dans la Ligue nationale, certains d'entre eux. Probablement, et ils sont multimillionnaires. Il y a ça aussi, là. Ça veut dire que, comme Stéphane dit, la hiérarchie du silence va très haut. Et complice jusqu'au plus haut niveau. Ouais. Et ce qu'on a découvert, entre autres, à l'émission, quand on a reçu Jean-Luc Brassard, Le Monde à l'envers. Au Monde à l'envers. Puis, je n'étais pas à ce point informé de ce qui pouvait se passer à Hockey Canada. Par-delà cette espèce de crime du silence ou cette omerta, il y a aussi le réseau de backchiche et toutes les espèces de rétro-commissions qui se donnaient cadeaux, gestion de budgets énormes dont on ne sait absolument rien. Et là aussi, 2 budgets. Oui, parce qu'il y avait un budget pour régler silencieusement les affaires les plus compromettantes, mais aussi, au-delà de ça, beaucoup d'argent dans l'organisation. Je parle de Jean-Luc Brassard, je me souviens aussi, il m'avait dit, tu sais, l'entraîneur de ski, Charret? Oui, M. Charret. Mais plein de gens savaient. Plein de gens savaient. Les coachs de basketball à l'école Saint-Laurent
Qu'est-ce qui se passe avec l'enquête là-dessus? Qu'est-ce qu'on dit, là, la ministre des Sports? Il n'y a pas de suivi. Mais tu sais, dans les familles, là, au Québec, ça a été longtemps comme ça. Maman, mon oncle, dis-le pas, parle-en pas, ça va mal paraître pour la famille, il faut garder ça dans la famille. Mais je ne veux pas faire bifurquer votre réflexe, conversation, mais ce que j'ai probablement mal habilement dit tout à l'heure, c'est que j'en suis témoin à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'il y a plein d'occasions où des gens que j'essaie, par exemple, d'amener à l'émission pour témoigner de quelque chose me disent « Je suis outré, je n'en peux plus, on a dépassé les limites ». Et quand je dis parfait, est-ce que tu veux venir en parler? Ah non, je peux pas le faire. Ils le font pas. Par contre, est-ce qu'on peut pas dire que... La peur d'être montré du doigt, la peur... Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont pas conscients de ce qui se passe. Ou les conséquences. Ou les conséquences de prendre la parole. Il y en a. Et de subir les conséquences, as-tu des conséquences, toi? Jean-Luc Brassard, quand il était au Monde à l'envers, Jean-Luc Brassard qui a tiré la sonnette d'alarme, entre autres pour les Jeux olympiques, puis dire tout ce qui se passait. J'ai demandé de quoi tu vis présentement. Oui, il y a de la misère à boucler cette fin de mois. Il y a eu des conséquences pour Jean-Luc Brassard. Il y en a, il le voit tous les jours. Puis je ne veux pas parler à sa place parce que je ne connais pas les détails de sa vie, mais c'est clair, il y en a eu. C'est quelqu'un qui a choisi de dire entre mon éthique, ce que je ressens, et mon envie de faire des compromis. Mon envie de faire des compromis pèse pas lourd. J'ai envie de dire ce que j'ai vu et de crier mon indignation. Il y a un prix à payer est fort. Il y a un prix à payer, effectivement, sur ton loyer, sur tes enfants que tu vas élever avec peut-être moins d'argent. Puis il est tout sauf incompétence, tout sauf innocent. Innocent au sens où on peut l'entendre entre nous, parce qu'il est innocent de corruption. C'est pas un nono, loin s'en faut. C'est quelqu'un qui aussi, au moment des Jeux en Chine, a dit, un instant, est-ce qu'on veut... être tous un peu complices de ce qui se passe en Chine sans rien dire. Le scandale au comité olympique, il y a 7, 8, 9 ans. Mais je voudrais qu'on revienne quand même sur les agressions sexuelles, parce que c'est vraiment mais on ne parle que de ça, là. Oui, on parle que de ça. d'agressions mais sexuelles. En même temps, j'aimerais qu'on en parle. Moi, j'ai vu quelque chose de positif en 2022. C'est-à-dire que il y a quelques années, selon moi, ce qui est arrivé à Hockey Canada, quand on a appris ça, ça se serait fait un petit peu dans une certaine indifférence. Et c'est pas un hasard que cette année, on célèbre les 5 ans de MeToo. C'est que MeToo a tout changé. Hockey Canada arrive cette année. On apprend qu'il y a un fonds spécial pour payer les victimes, un deuxième fonds spécial. On apprend qu'ils ont dépensé 1,6 million pour des compagnies de relations publiques pour étouffer l'affaire ou pour gérer l'affaire. Et ça crée un scandale énorme. Et moi, je suis convaincue que c'est un scandale énorme en 2022. Mais qu'en 2017 ou en 2012, on serait pas allé au bout de l'histoire et ça aurait pas révolté les gens autant. MeToo a fait vraiment en sorte que les gens prennent parole et que la société au complet est consciente qu'il y a des agressions sexuelles dans tous les domaines. C'est un énorme changement en 2022. Mais il n'y a pas eu de conséquences. À la lumière de ce que tu dis, moi, ce qui me flabbergaste, c'est la capacité qu'ils ont eue à retarder, mais à chaque semaine et de plusieurs semaines, le moment où ils ont dû lâcher du lest, c'est dire, OK, on va démissionner. Mais ils l'ont fait pour te montrer à quel point ils sont déconnectés. Ben, c'est ce que je pense, mais ils l'ont fait parce que les commanditaires sont tombés. J'ai noté les fédérations provinciales, oui, tout le monde les a largués. Mais le chiffre est délirant. Il y a quand même, ils ont perdu 24 millions des commanditaires. Je repose la question, est-ce qu'en 2017 ou en 2012, un organisme comme ça, est-ce que les compagnies se seraient désistées à ce point-là et à une telle vitesse dans un cas d'agression sexuelle? Les gens auraient un petit peu haussé les épaules. C'est comme un procès où l'accusé se met à pleurer. Puis il pleure pas sur le sort de sa victime. Non. Il pleure sur son propre sort parce qu'il s'est fait pogner. Oui, puis il a peur d'aller en prison. Mais c'était l'année aussi des allégations. Il y a eu plein d'allégations. Écoute, des quatre, c'est probablement toi le plus connu, Stéphane. On a tous des ennemis, des gens qui nous aiment pas. On a travaillé avec des gens, puis bon, il y a des gens qui nous trouvent, c'est pas désagréable. Je sais pas, là. Est-ce que c'est une crainte que tu as que quelqu'un, à un moment donné, veuille se venger, veuille se payer la tête de Stéphane Bureau? Que vous avez? Écoute, toutes les gens, toutes les personnalités publiques vivent avec cette épée de Damoclès parce que, justement, cette année, on a démontré, vraiment décortiqué une enquête journalistique sur Julien Lacroix où il y avait supposément 9 femmes victimes. Puis quand les journalistes de la presse ont revisité cette histoire-là, on se rend compte que les plaignantes avaient reçu énormément de pression pour témoigner, qu'il y en a qui ont témoigné parce qu'il fallait donner un exemple. D'autres ont eu des remords parce qu'ils ont mesuré après ce qui s'est passé, les conséquences des témoignages. Et il y en a
elle s'est fait simplement embrasser sur le coin de la rue et elle est mise au même niveau que quelqu'un qui aurait été agressé sexuellement. Donc, je m'excuse, mais il y a de quoi? Ça donne froid dans le dos quand même, si l'affaire Julien Lacroix. Ben, je pense que toutes les affaires où il y a des allégations donnent froid dans le dos, parce que ça ne veut pas dire que les allégations ne sont pas fondées, mais quand on ne va pas au bout du processus et quand elles se règlent de plus en plus sur la place publique. Enfin, moi, j'ai atteint mon point de saturation avec l'affaire Fred Dubé. Quand j'ai atteint mon point de saturation, je me suis dit... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, est-ce qu'il y a un moment donné où ces gens-là ne pourraient pas se parler entre eux oui. et choisir de ne pas nécessairement nous faire les témoins d'histoires où il y a le choix de ne pas aller à la police, parce qu'on dit, bon, ben, c'est peut-être pas le bon recours. Mais est-ce que moi, j'ai envie d'être pris témoin de ça? Non. Est-ce que j'ai envie d'être interpellé par ça? Tu me diras, à ce moment-là, tu n'es pas nécessairement obligé d'aller sur leurs réseaux sociaux, mais il reste que ça a occupé beaucoup d'espace et tu ne pouvais pas ignorer l'histoire. Non. Et je ne connais pas le personnage, je ne saurais pas le reconnaître vraiment sur la rue, donc je dirais qu'il m'indiffère, sinon qu'il y a un point au-delà duquel je me dis, ben, les gens devront entre eux se parler, puis je parle pas juste dans le milieu de l'humour, ou effectivement choisir d'aller devant les tribunaux éventuellement et la police d'abord. Mais l'entre-deux, il est insoutenable. Parce que oui, tout à fait. Parce que cette année, c'est un très bon exemple, celui de Fred Dubé, cet humoriste, donc, parce qu'il y a 2 femmes qui se sont levées un matin et qui ont décidé, bon, ben nous, on déballe notre linge sale. L'autre a été un peu... L'autre a été prise à partie, mais elle a témoigné, mais il reste que lui n'a pas le droit à la présomption d'innocence. On est en train de faire le procès des gens dans les médias. En dehors de ce cas-là, Stéphane Bureau m'a déjà pris les fesses quand je suis allé à son émission. Est-ce que j'ai fait ça? Jamais. Une fois que j'ai dit ça, là, tu sèmes le doute. Tu crées le doute. Et là, maintenant, on ruine des réputations et des carrières sur des allégations. C'est très grave, c'est très dangereux ce qui se passe. Là, et maintenant, moi, sincèrement, là, je me retire de toutes les relations de travail. Je rentre travailler, je quitte à 1h30 et c'est tout. Il n'y a plus de dîner de Noël, il n'y a plus de party de Noël, il n'y a plus rien. Quoi, t'as peur que ton nom sorte? Tu sais plus, mais tu sais plus ce qui peut être dit. Oui, mais moi, t'as tout à fait raison. J'ai été congédié. Puis là, à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va se dire? Qu'est-ce qu'on va alléguer? Supposer. Qu'est-ce qu'on va détourner comme image? Des gens que tu confrontes peuvent se tourner de bord. Oui, ben non seulement ça, Benoît, mais ce que tu viens de dire est extrêmement important parce que à chaque fois qu'il y a, mettons, des allégations sur quelqu'un et que là, finalement, mettons, la police fait enquête et que finalement, on découvre qu'il n'y avait rien ou que la police décide de ne pas aller de l'avant, il y a toujours quelqu'un pour dire ou écrire il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est louche, il doit y avoir quelque chose quand même. En terminant sur ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a André Boisclair qui est allé en prison et il y a Harold Lebel aussi qui a été déclaré coupable. Luc Wiseman, Richard. Luc Wiseman, donc, portez plainte. Edgar Fruitier. Portez plainte. Edgar Fruitier. Donc, il y a des gens importants. C'était pas une belle image que la sienne, c'est-à-dire cette personne vieille, âgée, devrais-je dire, fatiguée, et à qui on a dit, ben, il n'y a pas de circonstances atténuantes, tu vas purger ta peine. Donc, le système de justice peut aussi fonctionner. Il peut fonctionner, et c'est le message qu'il faut envoyer aux victimes, aux plaignantes, que justice peut être obtenue, parce que si tu parles à la victime de Luc Wiseman... ce que ça représente de rentrer dans le processus. Tout à fait. Mais il faut arrêter de leur dire il faut être une victime parfaite. C'est pas vrai. Dans le cas d'Harold Lebel, c'était flagrant. Ça n'était pas une victime parfaite. Ben, ça conclut notre premier bloc. Alors, vous écoutez la revue de l'année spéciale apéro piquant de Cube Radio avec Stéphane Bureau, Benoît Dutrisac. Je regarde mes papiers comme si j'avais besoin de savoir c'était qui. Stéphane Bureau. Nous sommes qui nous Benoît sommes. Dutrisac et surtout lui, je me souviens pas de son nom. C'est Richard Martineau, je pense. La revue de l'année spéciale apéro piquant. Bienvenue à cet épisode de Revue de l'année spéciale apéro piquant en compagnie de Stéphane Bureau, Benoît Dutrisac, Sophie Durocher et bien sûr moi-même. Alors, on va parler de pénurie de main-d'œuvre. Stéphane, comme chantait Serge Fiori, où est passé tout ce monde qu'on avait formé pour travailler? Ils sont où exactement? C'est un mystère, c'est le mystère de la COVID. Il y avait du chômage avant la COVID, il n'y en a plus aujourd'hui. Les banques centrales augmentent les taux en disant vouloir créer du chômage, parce qu'il n'y a aucune autre intention. C'est
créer du slack dans le système, créer du chômage et qu'il y ait de la marge de manœuvre. Parce que ce qui est le plus pernicieux, c'est quand les salaires, disent les banquiers, quand les salaires commencent à augmenter. Le gaz, l'épicerie, c'est pas trop grave, mais quand les gens commencent à être bien ou mieux payés, ça, c'est pas bon. Et ça colle. Et on est dans ça, dans une logique où on augmente les taux d'intérêt pour apparemment sortir de cette spirale inflationniste et créer du chômage. Il n'y en a pas. Je dirais l'équation... Je ne sais pas où ils sont cachés, mais les taux de chômage ne bougent pas au Canada ou aux États-Unis. Ce qu'on constate, c'est que les actifs, la population active, elle, stagne ou diminue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont renoncé au travail. Comment vivent-ils? J'en ai pas la moindre idée. Mais Benoît, tiens, ton sport national, c'est-à-dire chialer contre les jeunes, mais J'adore ça! Alors que les vieux sont fair game aussi. Mais oui. Attends, écoute-moi, peut-être avec raison, les jeunes ne veulent pas autant travailler que leurs parents, ne veulent pas travailler le soir, qu'on dit, ne veulent pas travailler le week-end, tout ça, bon, parce qu'ils disent que ma vie est importante, je ne mettrai pas tous mes œufs dans le panier de l'emploi. Ils ont vu leurs parents s'investir dans une compagnie qui crissait dehors après 15 ans ou 20 ans avec une montre en plastique. C'est ça, les jeunes ont appris aussi. Mon père a vécu ça, moi. Mon père a vécu ça, puis là, tu dis, avant de investir pour une compagnie, moi, je l'ai vécu. Tu travailles 10 ans, tu te fais congédier. Vous avez demandé, les jeunes ont compris la leçon. En même temps, pourquoi s'investir des gens qui ne sont pas reconnaissants? S'ils ne veulent pas avoir de job trop exigeant, puis veulent... Ils deviennent influenceurs, ils deviennent humoristes. Qui va être infirmier, médecin, qui va être policier, qui va être professeur, où tu dois amener de la job à la maison? Mais tu viens de nommer 3 emplois qui ne sont pas bien considérés par la société. Les infirmières, on a un petit peu découvert leur existence pendant la pandémie. Là, les gens se sont dit, c'est des anges gardiens. Les policiers se font dire all cops are bastards par des artistes. Et c'est quoi le troisième? Les profs, il n'y a aucune considération. T'es diplômé universitaire, tu veux aller enseigner et le ministère de l'Éducation te dit, il faut que tu retournes un autre 4 ans où tu fasses une maîtrise. Mais c'est parce que la maîtrise, il faut toujours bien que tu payes ton loyer. Là, ils veulent que tu étudies à temps plein pour devenir prof. Puis un prof suppléant fait 212 oui, tu le sais, parce qu'il y en a une proche de toi. Oui, c'est très mal payé. 212 piastres par jour, c'est ça, le salaire de prof suppléant? C'est pas juste l'argent, c'est la considération la valorisation qu'on donne. Et soustrait tous les frais qu'on t'impose. Écoute, à l'émission ici que j'anime à Cube Radio, je parlais à une spécialiste des ressources humaines, puis elle disait, c'est pas passager, c'est pas temporel, c'est vraiment une révolution du monde du travail. Donc, on fait quoi? Mais il y a cette espèce de préjugés qu'on a sur l'absence des jeunes. Or, je pense, puis je ne veux pas me tromper, mais les statistiques indiquent qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et plus des jeunes, exactement. Oui. 14, 15, 16 ans, 17 ans, il y en a beaucoup. Ouais. Alors, mais des jobs de 9 à 5, peut-être. Des jobs qui sont pas trop exigeants, qui ne demandent pas de travailler le soir, qui ne demandent pas de travailler le week-end. La proportion de jeunes qui vont à l'école et qui travaillent, qui ont des jobs et des responsabilités au travail, il y en a plus peut-être qu'il y a 25 ans. C'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que si tu fais 22, 23, 24 piastres de l'heure et que ton patron te dit à 15, 16 ans, t'es vraiment essentiel à mon entreprise, ça te valorise, t'as pas de fun à l'école, c'est clair que le 22, 23, 24 piastres de l'heure, il est tentant. Dans 25 ans, je peux le dire, dans 10 ans, t'as pas fini ton secondaire. T'étais essentiel. En même temps... Donc, plus de décrochage scolaire. En même temps, aujourd'hui, là, les travaux manuels, t'es plombier, électricien, maçon, ils font plus que des profs. Oui. Ils font plus que des gens qui ont une maîtrise. Alors, à un moment donné, moi, je suis de cette école-là. Chez nous, là, tu sais, l'université, c'est exceptionnel, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, les travaux manuels, on cherche un plombier un samedi matin. Non, toi, je ne cherche pas un plombier. Ça fait 2 mois qu'on essaie de trouver un électricien. Il y en a plein. Mais ça ne règle pas ton problème de toilette. Ça ne règle pas ton problème de toilette. Mais ça peut, mais on ne veut pas aller là. Au contraire, ça l'augmente parce que certains font chier. Il y a un humoriste qui a sorti une blague que moi, je trouve très drôle. Il l'a fait d'ailleurs devant des cadres de Radio-Canada. Il disait, il y a tellement une pénurie de main-d'œuvre que les jeunes travaillent vraiment beaucoup. Il dit, quand tu vas au Tim Hortons, si jamais tu trouves un poil de barbe dans ton sandwich, c'est forcément
forcément le tien, parce que tous les employés sont imberbes. imberbes. C'est tous des adolescents. Mais la pénurie de main-d'œuvre a un peu le dos large. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas dans une entreprise ou dans un commerce et que tu as un service de pied ou que tu es mal servi ou qu'il n'y a personne sur le plancher, ils disent c'est la pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de commerces qui ont décidé de donner moins de services, qui t'en donnent moins pour leur argent. Ben, les hôtels. Puis ils disent, de toute façon, j'ai juste à dire pénurie de main-d'œuvre. On peut le prendre à l'envers aussi. Les femmes de ménage, on fait le ménage juste une fois par semaine parce que pénurie de main-d'œuvre. On peut le prendre à l'envers. Tu sais, moi, si vous allez chez Tim Hortons, vous pouvez laisser un pourboire. T'sais, parce que si t'es servi en dedans de 15 minutes, là, disons. Là, parce que pour ton café. Des fois, j'aurais dû me le faire, retourner à la maison, me faire un café puis aller travailler. T'sais, peut-être qu'on n'a pas apprécié certains métiers, mais moi, la question que je me pose, c'est qu'on est rendu 8 milliards sur la planète. Ouais. Comment ça fait qu'il y a pénurie de personnel? Il y en a chez nous. C'est peut-être différent pas ailleurs. partout. Là, je sais pas si... La population augmente ici aussi? Marginalement. Et non, mais quand même. Tous les pays riches ont des populations qui stagnent. Tous les pays riches. Mais juste le chemin Roxham pourrait fournir... c'est là que tu t'en allais. Richard, tout à l'heure, tu posais la question à Stéphane, tu disais où est passé tout ce monde? Je peux te parler du milieu culturel. Ils ont été aspirés par des soucoupes volantes. Moi, je suis convaincu que c'est peut-être. Mais dans le milieu culturel, qui est un milieu que je connais bien, pendant la pandémie, évidemment, plein de gens, de techniciens, plein d'artistes ne pouvaient pas travailler parce que pendant 2 ans, les théâtres, les salles de spectacle ont été fermées. Ces gens-là, au lieu de rester chez eux à rien faire puis de recevoir de la PCU, ils sont réinventés. Il y en a qui sont devenus plombiers, il y en a qui sont devenus agents d'immeubles. Ça, c'est pas ça le problème, selon moi. Là. C'est pénurie de médecins, pénurie d'infirmières, pénurie de professeurs, pénurie de policiers. Ce qui est très moi, drôle. là, c'est ça. Le restant qui ont des mais on parle de pénurie de gens qui ont des compétences concrètes. Excuse-moi, mais t'as reçu Lucien Bouchard récemment au Monde à l'envers. Lucien Bouchard, quand même, est responsable d'avoir mis avec les infirmières. Oui, les infirmières. des ça, médecins, c'est très vrai. Des infirmières et aussi des infirmières sur le terrain. Au lieu de couper dans les bureaux, dans l'administration, Bouchard et tous ses collègues ont décidé de couper sur le terrain. Les bureaucraties font rarement ça. C'est drôle, hein? Que le bureaucrate, c'est pas un cannibale, hein? Il va pas... Il ne s'entre-dévore pas entre eux. Non, pas du tout. Est-ce qu'on ne se tire pas dans le pied en disant hey, c'est difficile de travailler dans le milieu de la santé, c'est difficile d'être prof, fait que les jeunes regardent ça et disent ça me tente pas d'aller là, moi je veux pas être dans le milieu de la santé. T'es mieux de les avertir, je reviens à ce que tu disais quand tu parlais des 4 types de jobs, policiers, infirmières. C'est des gens qui ont des compétences concrètes et qui changent notre vie en faisant des actions, en posant des actions concrètes. Lisez, si ça vous intéresse, Atlas Shrugged de Ayn Rand, qui était la grève, qui est l'histoire de la grève des créateurs, c'est-à-dire ceux qui font des vraies choses, des industriels qui font des choses qui marchent, jusqu'à ce que la dernière ampoule à New York s'éteigne parce qu'il n'y a plus personne qui sait rien faire. Il n'y a plus personne qui est capable d'échanger, il n'y a plus personne qui veut faire fonctionner les trains, il n'y a plus personne. La compétence Mais Stéphane, perd. il y a bien du monde capable de faire ça. Ben moi, je te vois influenceur, Benoît. Non, mais avec d'abord notre pleureuse en chef, là, le premier ministre Trudeau, qui est toujours là avec des selfies. Je veux dire, c'est la culture. Moi, mon nombril et moi-même, c'est plus important que le reste de la société. Et il fut un temps, t'allais dans des classes et tu parlais aux jeunes qu'est-ce qu'ils voulaient devenir plus tard, puis ils disaient pompiers, infirmiers, etc., médecins, tout ça. Maintenant, ils veulent être quoi? Vedettes. Influenceurs. Ah ouais? Chanteur, comédien, influenceur. Ils prennent des vols, les vols avec Sunwing, puis vapoter en buvant de la vodka. Puis c'est un bel présenter exemple. un festival commandité, mais tu parles pas du commanditaire. Puis là, tu parles de j'ai eu des nouveaux implants. Mon chum m'a laissé, j'ai fait enlever mes implants. Je suis un douchebag. Regardez comment je suis un beau douchebag. Oui, mais les gens aiment ça, Benoît. Les gens s'intéressent à ça. TikTok est en train d'empoisonner l'esprit. Dans le domaine des grandes gueules, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Non. On parle de qui? Il y en a pas. Je sais pas de qui tu parles. Je vois moi non plus. Merci beaucoup. Vous écoutez la revue de l'année spéciale Apéro Piquant, accompagné de Stéphane Bureau, Benoît Dutrisac, Sophie Durocher et moi, Richard Martineau. Merci. La revue de l'année spéciale Apéro Piquant. De retour à cette
l'apéro piquant. Qui ne manque pas de piquant? Une revue de l'année bien spéciale avec Benoît Dutrisac, Stéphane Bureau, Richard Martineau et moi-même, Sophie Durocher. Une chose dont on a beaucoup parlé, that we spoke a lot about in 2022. Are we going bilingual? It was the question of language, la question du français. It was a question of language. Oui, ça a été vraiment The bilingual au cœur. issue. Oui, tout à Speak fait. white. Oh, ben tu me diras pas ça, toi, parce que là, je vais monter sur mes grands chevaux, mais c'est vrai que la W. question linguistique a quand même beaucoup marqué l'année 2022. Entre autres, il y a eu ce reportage où on a appris que c'était difficile de se faire soigner en français au Québec dans les hôpitaux, mais il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu, par exemple, le rapport sur Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, où on a appris qu'il y avait eu quand même 3000 personnes qui s'étaient plaintes de son discours unilingue anglais. Et l'adoption, évidemment, de la loi 96, la contestation de la loi 96. Est-ce que vous diriez, vous, les amis, qu'en 2022, il y a un certain nombre de personnes qui se sont rendu compte, qui se sont comme réveillés qu'on allait frapper un mur avec le français? Ben moi, je vais plaider coupable à ça. C'est-à-dire que longtemps, parce que je parle anglais et français depuis très longtemps et que je vis une partie depuis aussi longtemps de ma vie aux États-Unis, j'ai toujours été un fier francophone. J'ai toujours aimé ma langue. J'aime qu'elle soit bien parlée, bien articulée, qu'on ait le mot juste pour dire les choses justement. Puis j'ai toujours été un peu indifférent. Ah oui? Indifférent parce que j'avais l'impression que c'était pas un réel enjeu. C'est-à-dire soucieux de ce que cette loi 101 ait changé les choses, soucieux de ce que le Québec était d'abord et avant tout une province ou un pays, une nation francophone, mais jamais inquiet. Mais c'est vrai Et- que et je t'ai entendu peu parler de ça. Et- Tu pensais pas qu'il y avait péril en la demeure? Non, je ne le pensais pas. Puis j'étais content d'être capable de répondre en anglais quand il le fallait. J'ai posé la question à l'émission cette année, puis c'était pas par envie de plugger l'émission que je reviens là-dessus, mais est-ce que nous avons été tous trop complaisants ou sommes-nous trop complaisants quand on nous adresse la parole en anglais, par exemple, à Montréal, et qu'on choisit de répondre aussi en anglais? Et je pense que je parlais de moi aussi beaucoup, parce que j'ai fait ça. Puis cette discussion, ma blonde et moi, on l'a eue, elle est aussi parfaitement bilingue. Puis on s'est dit, mais c'est bizarre, on ne vit plus autant au Québec depuis 15 ans et on est devenu comme jamais intolérant sur l'exigence de parler français. C'est non Sur la- négociable. C'est-à-dire que je l'ai avec quelqu'un... quelle Oui. est l'institution la plus populaire au Québec? Le Canadien de Montréal. Le Montreal Canadian. Je vous rappellerai Ouais. que quand on a fêté les 100 ans du Montreal Canadian, on faisait jouer du U2 Ouais. au Bell Center. Donc, on est aussi responsable de J'ai ça. parlé à Les Grégory Irlandais. Charles. J'ai parlé à Grégory Charles l'automne passé ou cet hiver. J'étais allé voir un match. Je vais voir un match et entre deux périodes, Grégory est là, puis il fait 5 chansons en anglais. Les 5. Les 5. Mais Et là, je parle parce à que c'était Grégory. les demandes du public. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Je dis, mais Pas quand de sa même, faute. t'es là. Il dit, oui, c'est vrai. J'aurais pu en rentrer une ou deux. Mais tu vas là, au Bell Center, c'est tout en anglais. C'est tout en Tu anglais. dis le Bell Center. Le Bell Ah oui, Center à ce des point-là. Montreal Canadiens. Regardez, Mais est-ce Brendan que- Gallagher est avec le Canadien depuis 10 ans. Pas un mot en français. Carey Price il est ici depuis 2005. Pas Et un mot pourquoi, en pourquoi français. Michael Rousseau il a été 14 ans à Montréal puis il n'a pas senti le besoin de parler Mais parce qu'il n'y en français? avait pas de besoin. Parce C'est que- aussi simple que ça. parce Oui, c'est parce ça. que les gens lui parlaient en anglais. Et parce que ça Exactement. se fait très Oui. bien. Et Et en même temps, tu dis, il faut être... Stupide n'est pas le bon mot, mais il faut être... Borné? pour ne pas profiter de la société dans laquelle tu choisis de vivre. C'est-à-dire que j'irais vivre en Russie, j'irais vivre Ouais. en Espagne. T'apprendrais. Ben, je veux bénéficier au maximum de l'expérience totale. Ben oui. Et je comprends très bien que tu peux te tirer d'affaire en parlant anglais à Montréal puis en vivant en Amérique du Nord, parce que nous sommes en Amérique du Nord en anglais à Montréal, mais tu viens de t'amputer de toute l'expérience distinctive, ce qu'est Montréal. Je pense que ça... ou le Mais Québec. pourquoi on ferait cet effort-là quand, souvenez-vous de Philippe Couillard, là, Parce qui que ça était devrait être un toujours très snobisme. fier de Oui, parler oui. en anglais. Regardez Valérie Plante. Welcome to Montreal. Oui, elle l'a fait C'est- encore à la COP 15. Hein? Oui, c'est, à la COP 15. mais là, t'écoutes ça, elle tu l'a dis fait. pourquoi je ferais un effort? Ils font tous un effort. Je Ils reviens à sont notre tous à complaisance. 4 pattes Voilà. au Bell Center, Alors- acheter la bière à 13 piastres, à se Donc, faire servir à qui, en anglais. À qui jeter la pierre? À Michael Rousseau ou à ceux qui acceptent... Ben, Michael Rousseau, c'était en 2021. En 2022. De pas refuser d'être traité comme ça. Ouais. Moi, le nombre de fois j'ai laissé ma marchandise sur Voilà, une caisse c'est ça qu'il faut faire. parce qu'on on continue de me servir en anglais.
garde ta camelote, je vais aller en face, je vais me faire servir en français. Et si... Non, le pire, c'est que tu vas en face et tu te fais servir en anglais aussi. En anglais aussi. Mais ce qui était ailleurs. intéressant, la complaisance, selon moi, est le mot-clé. C'est-à-dire cette attitude des Québécois francophones de fermer le dos, là. Non, pas tous, mais beaucoup, parce que dans le fameux reportage du Journal de Montréal, Journal de Québec, où on apprenait qu'un petit peu partout au Québec, dans plein de régions, on avait de la difficulté à se faire servir en français dans les hôpitaux. Même hors Ce qui me frappait, oui, il y avait des cas hors Montréal. Oui. Et ce qui me frappait, moi, c'est qu'il y a très peu de gens qui se plaignaient, parce que dans chaque hôpital, il y a un service des plaintes où tu peux le dire. Mais Éric Duhem, il y a très peu de gens qui le font. Éric Duhem a récolté des problèmes quand il est allé faire Bill 96 pour aller têter le vote anglophone. Mais quand il a choisi de parler en anglais le Parti conservateur, les membres m'ont dit, là, attends une seconde, là, on n'est pas le Et c'était pas innocent, son image. L'image, je m'en souviendrai toute ma vie, il est devant un lutrin, il s'adresse à la communauté anglophone, et devant son lutrin, il y a les chiffres 96 barrés comme un stop pour être sûr que dans toutes les salles de nouvelles anglophones, qu'on voit cette image-là et qu'il n'a même pas besoin de parler, que le message soit clair. C'est un choix stratégique, probablement. Mais ça ne l'a pas aidé, il a fait élire personne. Donc même les anglophones n'ont pas voulu voter pour lui. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur la question de la santé, là où ça me trouble davantage, parce qu'il y a un enjeu identitaire, culturel profond, mais il y a un enjeu de santé. C'est-à-dire que le premier outil diagnostique depuis toujours, c'est la conversation entre un médecin, un infirmier, une infirmière, un traitant et son patient. C'est pas se faire servir dans un commerce, là. Donc, c'est pas ici une petite affaire. Tu dois expliquer ce que tu ressens, trouver les mots, parce qu'on va dire, il y a un scan. Avant de te rendre au scan... Mais comment ça se fait que ces gens-là ont été embauchés par notre gouvernement, alors que dans les hôpitaux... Revenons à ton thème de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a un lien, c'est évident, puis qu'à un moment donné, tu dis, si j'ai... M. Fitzgibbon, qui, sur la question d'une immigration à 100% francophone d'ici 2026... il a demandé des exceptions. Oui, mais il n'y avait pas tort de dire, c'est évident que si on veut intégrer des gens compétents dans certains domaines, il va falloir se faire à l'idée qu'ils n'arriveront pas en parlant français. Mais de toute évidence. Mais après parce ça, on l'exige pas. Mais la faillite, c'est qu'on n'est pas capable... Deux choses. On n'est pas capable de former. Clairement, on a renoncé à donner le goût de parler français. Puis deuxièmement, c'est l'exigence. Hey, attendez une seconde, là. Les gens qui viennent ici, à qui on offre tout gratuit, l'éducation, la santé, tout ce qu'on demande en retour, parler français, et en plus, faudrait les prendre par la main. Et les gens qui débarquent ici ont la responsabilité de reconnaître les programmes de francisation sont nuls, Benoît. Les programmes de francisation sont nuls. Tu vas en voyage. Ils n'iront évidemment pas, ils choisiront pas le Québec, ils vont pas apprendre le français avant de débarquer. Mais il y a des pays qui l'exigent. L'Allemagne l'exige, la France l'exige. Si tu veux immigrer dans un pays-là, il faut que tu montres un intérêt quand même avant d'arriver. C'est comme s'essuyer sur le tapis avant de rentrer dans la maison. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand le gouvernement Legault dit on veut une immigration 100% francophone. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que ça va suffire? Ce qu'on a semé, on a décidé à 2 reprises d'être une province dans un pays anglophone. Ben c'est ça. Il faut que je vous dise une chose. Mais ça répond pas à ma question. Ma question, c'est est-ce que vous y croyez? Quand le gouvernement Legault dit... Moi, je pense deux affaires. Voilà. Je pense que d'abord, pour tous les Québécois francophones, apprenez vos organes principaux. Si vous êtes sur la table d'opération et le chirurgien est anglophone, kidney, heart, apprenez les mots essentiels là, pour être sûr qu'il va opérer la bonne place. Au risque de vous emmerder, de provoquer, je dirais aussi, comme fiers francophones, apprenons à le bien parler, à bien l'écrire, je suis entièrement d'accord avec toi. Valorisons ça aussi. Le français. Non, mais c'est pas juste l'accent, c'est la capacité de le... C'est pas un snobisme que de bien parler. Oui, c'est un snobisme au Québec. Non, ça ne devrait jamais. Et ceux qui enseignent le français... aux réseaux sociaux, mais ceux qui enseignent le français... Mais tu diras ça à Cœur de Pirate qui fait des phrases en franglais. Tu diras ça aux animateurs de radio privée que j'entends qui appellent leur émission de lunch all dress. J'ai envie de dire à tous ceux qui forment, ceux qui vont venir apprendre le français ici et à qui on espère qu'on apprendra le meilleur des Français avec des gens qui le parlent bien, l'écrivent bien. Puis encore une fois, c'est pas un snobisme. Stéphane, j'ai une remarque que j'aimerais que tu répondes à ça, c'est que l'effet pernicieux des gens qui consomment beaucoup de culture américaine, qui sont toujours branchés sur Netflix, c'est qu'on en vient
à penser qu'on vit aux États-Unis. Et on importe les problèmes des Américains ici. George Floyd, c'est comme si ça s'était passé à Laval. Mais le premier ministre Trudeau est un spécialiste là-dessus. C'est comme si... le lendemain de Uvalde au Texas, la tuerie, M. Trudeau annonçait qu'il allait légiférer pour contrôler mieux les armes de poing. Tant mieux, mais c'est pas un enjeu au Canada. Mais les conséquences de ça, moi, ça me rappelle, j'ai vu la pièce slave. J'ai vu les manifestants anglophones à l'entrée avant que ça soit annulé. Et la pièce n'était pas parfaite, mais l'intention, c'était de dénoncer l'esclavage. Et là, il y avait des gens pour critiquer et dénoncer Robert Lepage, Betty Boniface, ouais. qui voulait dénoncer l'esclavage. Puis au lieu de dire peut-être des femmes noires, peut-être vérifier les rôles, non, on s'est assuré c'était de pas négociable. On se parle comme si on était aux États-Unis à force de regarder la sur culture. l'avortement, le 24 juin dernier, le plus haut tribunal aux États-Unis, la Cour suprême tranche, renverse Roe v. Wade, et c'était chez nous, soudainement, un enjeu, je vais employer, domestique pour parler en mauvais français. C'était devenu une cause qui nous interpelle. Ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux. On a des questions à se poser. Est-ce que ce sera pour toujours légal, l'avortement? Les Américains, les Américaines le pensaient que c'était réglé. Or, ce ne l'était pas. Mais les enjeux sont très différents. Cap à lèvres, t'as pas rassuré? Là-dessus, pas du tout. Pas du tout. Mais M. Trudeau, le lendemain, effectivement, décidait de faire un point de presse pour dire... Le corps des femmes est souverain. Personne ne pourra leur dire quoi faire. Alors que c'était pas ça la question ici. Je veux juste qu'on revienne 30 secondes sur le français parce qu'il y a une chose qui s'est produite quand même cette année qui, moi, m'a particulièrement blessée. C'est de voir, quand il y a eu la commission Rouleau sur la déclaration de l'état d'urgence, le juge était un francophone et il y a 3 personnes qui sont venues témoigner. Ils travaillaient pour le SCRS, donc le Service canadien du renseignement et de la sécurité, des francophones et qui ont témoigné devant un francophone en anglais. Ça, c'est de l'aplaventrisme. Il ne faut pas qu'il y ait encore des choses comme ça qui se produisent en 2023. Il faut que les francophones se tiennent debout, puis développer votre colonne vertébrale. Si on avait fait ça à 5 et on avait eu un anglo ici, là, unilingue anglophone, on serait mis à parler en anglais. C'est tout. Voilà. On aurait eu de meilleurs codes d'écoute. On aurait été open to the world. On LCN. Je vous rappelais à tout le monde que vous écoutez en français la revue de l'année Apéro Piquant sur Cube Radio avec Stéphane Bureau, Benoît Dutrisac et Richard Martineau. Live in French, l'Apéro Picanti. La revue de l'année, spécial apéro piquant. Bienvenue à cet épisode revue de l'année spécial de l'apéro piquant accompagné de Stéphane Bureau, Benoît Dutrisac, Sophie Durocher et moi, Richard Martineau. Et là, on va parler, le centre s'effondre et on dirait à gauche comme à droite, ça chire. C'est-à-dire à gauche, il y a les woke, à droite, c'est liberté. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces... Moi, j'en suis très heureux. Moi, je suis prêt à... Sophie. Je te connais mieux que ça quand même. Il y a des matins où je suis prêt à prendre ma retraite. Je ne comprends plus le monde dans lequel on vit. Je comprends plus la gauche laquelle on a été D'ailleurs, c'est ça, il a dit gauche en parlant de woke, alors que pour moi, ça n'a aucun rapport. On est dans deux combats totalement différents. Les woke, c'est l'extrême gauche. Non, je ne suis pas d'accord. C'est en soi quelque chose qui n'a rien à faire avec la gauche, parce que pour moi... En termes de nos références. Oui, peut-être, mais nos références ne sont plus pertinentes. Mais la pire des aliénations est l'aliénation économique, c'est-à-dire de ne pas avoir de quoi subvenir à tes besoins. Et c'était ça, la gauche. Je veux dire qu'à une époque, c'était la révolution. Le petit ouvrier. L'égalité des droits des femmes, des gays, tu sais, à l'âge qu'on a, on a traversé tout ça, on a constaté l'importance de revoir nos rapports hommes-femmes, nos rapports avec les gays. La gauche, c'est l'identité. Alors, moi, j'ai grandi en disant, il faut pas que tu regardes la couleur de peau des gens. Martin Luther King disait ça en 1963. Et l'orientation sexuelle des gens, ça ne nous regarde pas. Maintenant, on ne parle que de ça. Non, c'est inintéressant, d'ailleurs. On ne parle que de ça. C'est pas un critère pour moi avant d'amorcer la conversation avec quiconque. J'ai écrit je ne sais pas combien de chroniques cette année dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur des organismes culturels, des entreprises des fonds de recherche qui demandaient à leurs employés ou qui accordaient des bourses ou qui accordaient des emplois ou qui accordaient du financement en fonction de ce que les gens faisaient dans leur chambre à coucher.
on a tous l'âge de se l'identité. souvenir de ce que disait Pierre Elliott Trudeau. L'État n'a pas d'affaire à se préoccuper de ce qui se passe dans votre chambre à coucher. On est passé de ça à la seule chose qui nous intéresse, c'est ce que vous avez entre les deux jambes et ce que vous faites dans la chambre à Avant, coucher. c'est ce que vous avez entre les deux oreilles. Puis, Ah, une belle image, c'est fini. ouais. Et Martin Luther King, on l'a fait jouer, tu sais, en 1963, disait I have a dream. Je rêve d'avoir un pays où mes 4 jeunes enfants, vont être évalués, appréciés, pas en fonction de la couleur de leur peau, mais en fonction de leur caractère, de leur personnalité. Aujourd'hui, Martin Luther King est raciste. Oui. Voilà, il dépassé, serait mal perçu. Considéré comme absolument dépassé, obsolète, mauvaise référence. Et cette mutation-là, elle est bizarre. Et je m'excuse, mais ce sont surtout des gens de gauche. La gauche, elle mute. Et la droite mute aussi parce que là, avec liberté poussée à l'extrême, les droits individuels et tout ça, il y a comme... Puis le trumpisme, il y a comme dans les deux, ça chire dans les deux côtés. Enfin, le c'est clair centre que s'effondre. Je ne sais pas s'il s'effondre. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en réclament silencieusement. Ouais. Je pense que le gros bon sens, il existe. Mais que tout est l'extrême sens... polarisé. Oui, mais peu de gens réussissent à créer beaucoup de bruit aux extrémités, comme dans tous les combats idéologiques. En général, les plus zélés l'emportent et ça prend pas beaucoup de monde pour organiser la majorité. Mais je crois fondamentalement qu'au centre, il y a beaucoup, Est-ce beaucoup que de monde. les médias sociaux distorsionnent notre vision Je pense que les médias des dans choses. l'ensemble distorsionnent et les médias sociaux aussi. On pense qu'ils sont très importants, puis finalement, ils sont pas si importants mais que ça. statistiquement, ceux qui font bouger l'aiguille dans les médias sociaux, c'est 2 à 3 C'est de ceux qui les fréquentent. les plus 2 à activistes. 3 donc on parle vraiment d'une OK, j'ai une frange. question Oui, de quiz pour vous ouais. autres. Là, vous êtes tous brillants, là, Certains plus que cultivés. d'autres, quand même, là. Ouais. Pouvez-vous m'expliquer Ouais. pourquoi le recteur de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont, n'a Est pas encore là. été congédié? Alors, il faut rappeler quand même. Après le fait Parce que qu'il c'est un ait- parcours parfait, voilà. Parce que c'est le parcours parfait. Il a su à tous les Explique-moi. obstacles apporter les bonnes réponses. Donc, sur l'affaire lieutenant Duval, Oui. il a immédiatement su de quel côté... quand elle a dit, oui, exactement. a présenté le livre Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière. Quel livre? Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière, suspendu. Et là, je me demande si elle travaille aujourd'hui, Mme Lieutenant Duval. Je là, il y a suis pas une... sûr. Ils n'ont pas fini de délibérer, en tout cas, quand on a enregistré. Ouais, mais il faut qu'elle paye Et son là, loyer. il a là. demandé, à l'Université d'Ottawa, il a expulsé des journalistes à la demande de l'ambassadeur de Chine. Et là, je pense non, qu'il a mais non présumé, seulement ça. que c'était ce qu'il fallait faire et il a été pris en flagrant délit. Là, soudainement... De ceux qui- lécheux de péteux, de dictateurs chinois. Soudainement, le premier ministre du Canada et toute la cohorte de ceux qui le Mais oui. suivent ont dit... Ça va la trop loin. liberté d'expression, la liberté de presse, c'est sacro-saint. pas- Et il a dû s'excuser. Faut pas oublier Mais- Amir Attaran, là, qui nous a traités de suprémaciste, le québécophobe en chef. Et là, Jacques Frémont a dit quoi? C'est sûr, c'est son médias réseau, privés. médias Oui. privés, ça ne concerne pas l'Université l'Université d'Ottawa. directement. Mais ce qui Là, m'a tu dis, choqué, mais moi... pourquoi il est encore en poste? Oui, c'est une excellente question. Ce qui m'a choqué, moi, quand l'ambassadeur de Chine est venu à l'Université d'Ottawa, c'est oui qu'on a expulsé, en effet, des caméramans et qu'on les ait sortis manu militari, mais c'est aussi qu'il y avait sur le campus une manifestation des gens qui manifestaient contre le traitement odieux de la Chine, de la minorité ouïghour, et pour pas intimider, pour pas faire de pépène Pas le à froisser. l'ambassadeur, on a fermé les stores. Les rideaux. Je trouve que cette image-là représente tellement l'asservissement devant une dictature. Est-ce que tu disais justement que la majorité des gens étaient plus de centre? Est-ce que ça explique le succès de la CAQ, justement, qui n'est pas à gauche comme Oui, le Québec gros bon solidaire sens. et qui n'est pas non plus les droits et libertés comme Éric Duhaime, qui est comme le gros bon sens? C'est clair au que centre. le fractionnement aussi politique au Québec, parce qu'il y a plusieurs partis serrent ce centre, qu'il soit gros bon centre ou gros bon centre mou. Non, mais il y a de ça. Puis le fait que la carte politique n'est plus la même. Il y a 5 partis. Donc, évidemment, dans un Mais contexte... la CAQ n'est pas idéologue comme Non, pas du tout. Québec Non, solidaire du tout. ou Parti Et conservateur. je pense que Legault est le leader anti-idéologique, c'est-à-dire qu'il est pragmatique, c'est parler justement à ce gros bon centre, qu'on aime ça ou pas. Mais Puis c'est un calcul politique qui est bien récompensé. Mais Ah, tu penses? Moi, je pense qu'il est fondamentalement comme ça, François Legault. Il aime Oui, le je pense centre, pas qu'il il n'aime joue, pas mais- les extrémistes, il J'ai n'aime dit pas calcul les... politique, c'est-à-dire que Ouais. sa vision des choses correspond en Ouais. tout cas à
dans un paysage morcelé où tu as plusieurs partis en face de toi qui parlent à de plus petits groupes. Mais au point où, tu sais, il a mis, en 2022, 6 milliards 700 millions en cartes cadeaux aux Québécois. C'est fou, hein? Pour combattre l'inflation. Puis là, on parlait des taux directeurs. Moi, c'est absurde. Je trouve ça absurde, électoraliste. Je ne comprends pas ça. Les deux extrêmes, le woke et, mettons, le libertarien complètement poussé à l'extrême, est-ce que c'est passager? Parce que, écoute, dans les années 60, dans les universités, il y avait des maoïstes, il y avait des gens qui tripaient sur le marxisme. Mais c'était pas eux qui menaient? C'était une petite passe. Là. Oui, mais Richard, la différence, c'est que oui, il y avait des ML, puis il y avait toutes sortes de monde de gauche, d'extrême gauche, mais c'était des gens qui étaient des étudiants à l'université ou à la rigueur des leaders étudiants. Là, maintenant, c'est la direction. Ce sont les institutions. Ce sont les institutions. Et c'est là que le problème, parce qu'à la rigueur, si les woke étaient simplement, puis c'est un terme que j'utilise, on pourrait dire les néo-progressistes, s'ils étaient simplement présents dans la société, puis qu'ils faisaient ils publiaient leurs livres, ils faisaient leurs films, c'est une chose. Là, c'est que dès qu'ils disent « bouh », les institutions ont peur et plient les chines devant eux. Tenait tant soit peu. Si on tombait pas dans la micro-agression dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, si c'était pas complètement ridicule. Tu sais, il y a eu le mouvement MeToo, là, il y a eu un redressement du rapport homme-femme et surtout dans le rapport de pouvoir qui était absolument nécessaire. On veut pas que nos femmes, nos filles, nos sœurs se fassent écœurer quand elles vont travailler. Parfait. Ça, c'est des mouvements sociaux nécessaires. Mais quand t'as là, des ressentis, puis on entend tous les jours là, avec qui tu couches, puis moi, là, je n'en peux plus, mais ça donne de la job à 400 cadres à Radio-Canada. On peut en parler à Stéphane. Il y en a 200 qui surveillent les mots qui sont dits, puis il y en a 200 autres qui surveillent les entrevues qui sont faites. À l'autre bout du spectre, ce qu'on appelle le Trumpisme, là, ce n'est pas, n'est-ce pas un peu un symptôme de, finalement, c'est une réponse à, il y a plein de gens aux États-Unis, entre autres, on leur parlait plus. Les politiciens ne leur parlaient plus. C'est-à-dire que Joe Sixpack qui avait perdu sa job. Une partie de l'élite politique américaine ne leur parlait plus. Je pense que l'abandon de ces électeurs aux États-Unis commence avec M. Clinton. Je pense que le virage à droite, appelons ça comme ça, du Parti démocrate, avec le New Leadership Council, Baba avait saisi que le Parti démocrate avait intérêt à réaligner son discours, l'a réussi très bien. Je dirais le virage mondialiste, avec ce que ça implique de délocalisation de travailleurs, c'est beaucoup M. Clinton qui l'organise et qui dit au col bleu américain, faites-nous confiance, vous allez voir, au bout de l'exercice, on va tous être gagnants. Or, ce sont des gens qui ont été trahis. Les grandes organisations syndicales, les mouvements travailleurs étaient démocrates. On leur a craché dessus. Ajoute à ça, l'élite, les vedettes, on en a parlé souvent, les vedettes qui habitent dans leur mansion on the hill, comme chante Springsteen, et qui viennent dire au bon peuple comment voter. Oui, mais pas juste comment voter, mais... Hein? Bruce ou Sean Springsteen? Non, Bruce. Le Mansion on the Hill, qui vient de chanter ça. Leonardo DiCaprio qui donne des leçons d'écologie. Voilà, c'est ça. L'environnement en jet privé. Et les gens ne sont pas dupes, là, c'est... Tout ça, je voulais pas vous interrompre là-dessus, mais je crois qu'il y a une histoire et les démocrates ont trahi leur base. Et cette base, c'est pas des ignorants, c'est pas des épais, c'est pas des tatas, c'est pas juste des édentés ou des déplorables. Ce sont des gens qui étaient fiers, ce sont des gens qui ont construit le pays, c'est des gens qui travaillaient fort et qui n'avaient plus de représentation politique dans ce qu'était leur famille politique. Puis les républicains, historiquement, et c'est d'ailleurs l'espèce de paradoxe qu'aujourd'hui, le Parti républicain est devenu le parti des travailleurs, d'une certaine façon, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une clientèle qui était sous-représentée. Le premier, peut-être, à avoir eu l'instinct, c'est M. Trump. Mais je rappelle toujours la même statistique, elle est accablante. Il y a 75 millions d'Américains qui, après 4 ans de M. Trump, ont choisi de revoter pour lui. Sont-ils tous épais? Sont-ils tous... Il faut croire que leur ressentiment à l'endroit de l'alternative était plus fort que leur dégoût pour M. Trump.
Alors, on n'est pas des édentés autour de la table, on n'est pas des tatas ni des épais, mais c'est comme ça que ça va se conclure. Non, mais c'est notre étonnant revue qu'on de parle l'année. de 2022 et qu'on prononce encore le nom de Donald Trump. Pour dire à quel point il a été important. C'est quand même aberrant, parce C'est que vrai. personne n'a mentionné Joe Biden en passant. Absolument. Ben oui, mais c'est parce que on ne sait même pas s'il va finir l'année. Il ne sait d'ailleurs pas s'il est là lui-même. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette revue de l'année très particulière, cet apéro piquant avec Stéphane Bureau, Benoît Dutrisac, Richard Martineau. Et je m'en voudrais de ne pas vous mentionner que cet épisode balado, comme plusieurs autres revues d'année, sont disponibles en balado audio et aussi vidéo sur l'application Cube, sur le site cuberadio.ca. Et je retiens cette expression fantastique, le gros bon centre. Le gros bon centre. Alors, on va trinquer au gros bon centre. Merci beaucoup, les amis. J'adore cette expression. Une belle eau scintillante. Merci à la réalisation, à Charlie Marchand, et passez une excellente année 2023.